Pendant ce temps, je fais les présentations. Pour ceux qui ne connaissent pas tout le monde, merci d'être avec nous autour de cette table. Je vais commencer par vous, chef Damien. Vous êtes à l'origine de 750 grammes avec votre frère. Et depuis à l'origine de 750 grammes, La Table, donc le restaurant qui est né de ce site. On reviendra sur cette histoire. Merci d'être avec nous. À vos côtés, Gilles Raison. Vous êtes directeur général de Just Eat en France. Vous avez un peu moins baigné dans le food que d'autres ce matin, puisque vous venez d'autres horizons. Vous êtes passé par Wonderbox, vous êtes passé par Kering et par, j'oublie le dernier, Amazon. Comment oublier? Et à vos côtés encore, Dominique Giraudier. Bonjour à nouveau. Vous êtes directeur général de l'Institut Paul Bocuse. Et avant ça, vous avez passé... une vingtaine d'années dans la restauration. Voilà, j'ai vu émerger les chaînes, je les ai vues se développer et je les ai vues aussi ralentir et décliner. Voilà. Et aujourd'hui, dans l'éducation de ces métiers de la restauration et de l'hôtellerie, avec une école qui a une particularité sur laquelle je reviendrai, c'est d'abord, on a une génération de Z qui seront vos clients de demain. Donc je pense que si on veut parler d'avenir, il faut parler des clients de demain. Et puis on a un centre de recherche qui étudie justement les évolutions de l'alimentaire dans le monde, donc avec des partages intéressants à faire avec vous ce matin. Merci d'être là tous les trois. Du coup, on a une photo qui est assez intéressante puisqu'on a finalement réuni autour de cette même table un peu, excusez-moi, la restauration à la papa. Quand vous venez du groupe, je vous remercie, c'est très sympathique. Bon, c'est moi qui ai les cheveux blancs aussi, hein, donc non, c'est sympa, ça commence très bien. Ça commence bien, c'est pour détendre tout le monde. Et puis la restauration hors domicile, qui est voilà, incroyablement importante aujourd'hui. Et puis une offre de restauration beaucoup plus moderne, disons, en tout cas une réflexion... Oui, on va se les faire passer. Gilles, j'ai envie de commencer par vous, si vous avez un micro. Si vous voulez. Pour deux raisons. La première, c'est que finalement, il n'y a pas si longtemps que ça, la livraison, c'était un peu l'avenir de la restauration. Bon, Allo Resto a 20 ans. 20 ans, oui. Déjà. Depuis quelques jours. Mais néanmoins... C'est le 3 juin 1998. Bon anniversaire. Vous, ça fait 3 ans que vous êtes arrivé chez Just Eat, puisqu'Allo Resto s'appelle maintenant Just Eat. Pour vous, l'avenir de la restauration, quand vous vous êtes penché pour la première fois sur le sujet de notre table ronde, c'est quoi? Qu'est-ce que ça a évoqué pour vous, chez vous? Moi, je viens du digital, donc forcément, je pense au digital dans la restauration. C'est marrant parce que c'est quelque part à l'opposé du plaisir dont on parle depuis ce matin. C'est-à-dire qu'on parle de produits, on parle de sens, on parle de découvertes visuelles, olfactives. Et le digital, dans tout ça, peut heurter ça. C'est-à-dire que dans un restaurant, une expérience avec du digital, on a tous envie plutôt de poser son téléphone à l'entrée du restaurant et de participer à une expérience humaine et une expérience autour de la nourriture. Et pour autant, je pense que le digital bien placé dans l'expérience de restauration peut complètement changer et améliorer l'expérience. Et moi, je le vois surtout au début de l'expérience et à la fin de l'expérience. En fait, les deux mauvaises expériences qu'on a en général au restaurant, c'est celles qui sont sur lesquelles il y a le plus de friction, je trouve, c'est la réservation, la prise de commande et surtout le paiement à la fin. Le paiement à la fin, c'est une mauvaise expérience, en fait. On a un petit papier qui arrive, il faut sortir sa carte. On aurait envie de sortir du restaurant presque sans payer. Et pour autant, c'est possible. C'est possible. Ouais. Et donc, moi, je vois beaucoup le digital arriver sur une partie de la chaîne, mais pas forcément sur l'intégralité de l'expérience qu'on va avoir au restaurant. Et puis, naturellement, après, on parlera de livraison, qui est effectivement probablement une des choses les plus significatives qui s'est passée au cours des 2 dernières années. Parlons-en justement. Je pense à ce que racontait Benoît, et notamment sur l'étude qui conclut que la sortie au restaurant est un des premiers vecteurs de plaisir, justement, pour les Français. Comment, quand on est sur une offre comme la vôtre, on partage, on propage le plaisir? Comment est-ce qu'on revendique être un vecteur de plaisir soi-même? Alors, nous, ce qu'on constate, c'est que, en fait, le plaisir d'aller en restaurant, et ce qu'on voit, c'est que notamment les Français sont de plus en plus intéressés par l'ambiance qui se passe dans le restaurant, le lieu. Donc ça, c'est une dimension. Et il y a une autre dimension, effectivement, qui est le plaisir d'être chez soi, qui est un plaisir qui est extrêmement important et qui est très lié à ce qu'on fait à la maison, et en particulier le développement des séries. Les séries est un vrai vecteur
de développement de la restauration livrée. Le développement de Netflix suit assez bien l'énorme croissance du food delivery en France et globalement dans les autres pays. Et nous, le plaisir, on le revendique sur deux choses. Le premier, c'est que c'est le plaisir de la découverte culinaire. Sur Just Eat, en France, vous avez 50 spécialités culinaires différentes. Ce qui veut dire qu'en général, dans votre zone de chalandise des restaurants où vous allez manger autour de chez vous, vous en avez 5 à 10 maximum. Et encore, à Paris, si vous avez dans d'autres zones, vous en avez 1, 2, 3. Nous, on est capable de vous livrer 50 spécialités culinaires, donc des choses qui vont être des plaisirs de découverte. Ça, c'est le premier plaisir. Et le deuxième, c'est le plaisir du réachat de ce qu'on aime. 25% des commandes sur Just Eat en France sont la commande identique à la précédente. Donc, qui se traduisent par une commande en 2 clics. Je regarde mes commandes et je repasse recommander la commande précédente. Ouais. Donc 25% des commandes. Et pourquoi ? Parce que quand on a découvert un plaisir, quand on a trouvé quelque chose qui nous plaisait, eh ben on refait la même chose. Et là, finalement, ce qui nous intéresse, c'est l'hyper simplicité. Donc il y a hyper choix et hyper simplicité. C'est ça les deux grands plaisirs finalement sur lesquels on joue, nous. Et comment on fait pour essayer de rester hyper leader de son secteur ? Parce qu'en termes de différenciation, du coup, vous n'êtes pas un restaurant avec une atmosphère, une ambiance à proposer. Quels sont pour vous les leviers ? Les leviers, nous, qu'on constate, donc Just Eat est leader dans 13 pays dans lesquels on opère, dont la France. Il y a une concurrence, effectivement, qui est arrivée il y a à peu près 2 ans. Et la manière dont on garde notre leadership, c'est le développement de l'offre. Donc, c'est toujours plus de restaurants et notamment de spécialités culinaires, des nouvelles villes également qui ouvrent, parce que la restauration livrée, il y a quelques années, c'était Paris. Et désormais, nous, on est dans 2000 villes en France, et on pense qu'on est encore capable d'aller dans encore des centaines et des centaines de villes, parce que notamment l'offre se développe. Donc le premier, c'est l'hyper choix. Le deuxième, c'est le prix. Le prix, c'est important parce que nous, par exemple, on s'est construit sur une garantie qui est jamais vous ne paierez moins cher que si vous appelez en direct le restaurant pour passer votre commande. Et ça, c'est important, sinon on rembourse 2 fois la différence, donc ce qui veut dire qu'on accepte de prendre ce risque de manière assez importante, sachant qu'aujourd'hui, le marché donc, du food delivery, c'est un marché de 2,4 milliards en France. Et sur les 2,4 milliards, il y a encore les 2 tiers des commandes qui sont passées au téléphone par des consommateurs en direct au téléphone. Et c'est ça qui est en train de complètement passer sur le digital aujourd'hui. Donc ça va être extrêmement vite. Les commandes de téléphone vont passer sous les 50% dans moins d'1 an à peu près. Et tout ça passe en particulier sur les applications mobiles et donc sur les plateformes, puisque les restaurants en général ne peuvent pas suivre le rythme technologique des applications. Et puis demain, il y aura d'autres cadeaux de commandes qui vont arriver et qui vont être importants aussi. Justement, à propos des restaurants, et avant peut-être de passer le micro à Dominique, vous voyez une évolution des restaurants dans la prise en compte de la part de livraison qui sort de chez eux, en termes d'organisation de l'espace, en termes de développement de technologies C'est clairement un challenge pour les restaurants. C'est-à-dire que quand vous avez un restaurant de table qui a 15, 20, 30 livreurs qui passent dans la salle dans la soirée, c'est clairement un dérangement pour les clients de la salle. Donc il y a un challenge d'espace aujourd'hui dans les restaurants qui est de dire comment je fais pour traiter en parallèle ces 2 business-là pour ne pas gêner l'expérience en salle qui est tellement importante pour le business. Donc forcément, il y a un autre développement qui sont les labos qui se développent, qui a un vrai sens parce que finalement, pourquoi gêner des clients dans une salle pour majoritairement, parfois, faire un business de livraison. Et pourquoi payer du real estate très très cher, des très très beaux emplacements pour faire un point de départ de livraison. Donc ça, il y a un enjeu, en tout cas, qui se pose chez les restaurants, qui est de bien choisir. Est-ce que la livraison va être un tout petit complément ou est-ce que ça va devenir une part importante du business ? Et auquel cas, il faut penser l'espace et quitte à aller presque jusqu'au labo dans certains cas. Je reviens de Dubaï et à Dubaï, 50% du chiffre d'affaires d'un restaurant, c'est la vente à emporter. Donc il y a un potentiel exceptionnel. Oui, qui est pris en compte très différemment. Dominique, vous avez l'impression que les restaurants traditionnels français prennent en compte ces mutations ? Est-ce que vous avez l'impression que l'offre évolue aussi vite que la demande, les attentes ? Elle commence à les prendre en compte, mais parce qu'ils sont obligés de les prendre en compte. S'ils veulent continuer à vivre, je pense que c'est un point important. Pendant longtemps, on a cru que la restauration était un métier d'offre
et qu'on allait pouvoir faire manger ce que l'on souhaitait aux consommateurs ou aux clients en général. Voilà. Avec une approche assez fonctionnelle quand on s'intéresse bien sûr aux chaînes de restaurants en particulier, où la notion de volume est importante, puisque on est dans la réassurance d'une marque, le volume, l'accessibilité, métier d'offre. Et en fait, on est en train de reprendre, vous parliez de restauration de grand-papa, c'est d'arrière-grand-papa. On est en train de revenir, pour moi, à la restauration d'origine, où, en effet, on est en train véritablement de remettre, pour moi, le consommateur au cœur de l'offre, l'expérience du consommateur au cœur de l'offre, et finalement, dans tout ça, le digital ne va que faciliter à la fois la vie du consommateur ou la vie du restaurateur. Donc ça reste un outil, et je pense que dans l'environnement global, d'ailleurs, de la digitalisation, on voit bien que le client est en train, et que toutes les marques sont en train de faire un effort monstrueux pour que l'expérience soit au cœur de la prestation, parce que c'est ça qui est la clé. Alors, les évolutions des restaurants, je pense qu'on a pu déjà les constater au fil du temps. Pour moi, il y a quelque chose d'assez marquant, c'est que ça fait maintenant quasiment 5-6 ans que l'on voit bien que les consommateurs ont changé leur mode de consommation, de comportement au restaurant, que ce soit dans le restaurant ou en dehors, avec des facteurs, bien sûr, pour moi, de société qui jouent. Hein, ils sont nombreux. J'en citerai un en particulier et qui, pour moi, démontre que la restauration est en train de se segmenter. Oui. Et qu'il ne faut plus parler d'une restauration, d'une offre de restauration, il faut parler de moments de restauration avec des offres adaptées à des moments différents de restauration et donc des recherches d'expériences différentes. J'en veux pour compte un chiffre. On a fait des expériences et j'ai eu l'occasion de faire des statistiques sur de longues années sur des chaînes, sur des millions de consommateurs. En un peu moins de 10 ans, la durée du repas dans le restaurant a été divisée par plus que 2. Donc il est évident qu'une prestation ramenée à moins d'une 30 minutes aujourd'hui dans Paris, puisqu'on est même sur une vingtaine de minutes, ne peut plus s'exécuter de la même façon que dans un restaurant traditionnel. Donc on voit bien qu'on a le restaurant du midi, on a le restaurant du soir, voilà, qui a des attentes avec des attentes de consommateurs plus traditionnels, et puis derrière tout ça, on a aussi le restaurant du week-end, où là encore, on voit d'autres comportements, à la fois celui de la famille, celui du festif, etc. Donc c'est tout ce mouvement qui est en train de se voir, et on est en train de voir apparaître en fait des concepts de restaurants qui sont multiples, où dans un seul restaurant, vous avez 3 offres différentes, 3 concepts différents qui vont s'adapter à ces moments de consommation. Ceci pour survivre. Et c'est le consommateur qui, bien sûr, est le roi dans tout ça. Donc, on ne mangera pas des pilules. On va surtout continuer à avoir des moments de partage et d'expérience au restaurant, mais de façon différente. Je crois que c'est important. Et je referai le lien très rapidement avec une petite enquête qu'on a menée auprès de notre millier d'étudiants de 55 nationalités qui sont sur notre campus. On leur a demandé comment ils voyaient le restaurant demain et qu'est-ce qui était déclencheur aujourd'hui sur leur consommation. On voit quand même apparaître un mouvement de fond. C'est l'attachement aujourd'hui à tout ce qui est bien sûr raisonné. Ils ont vraiment une attention particulière. Ils savent ce qu'ils mangent. Oui. Ils font attention à ce qu'ils mangent, même sur un plan diététique. Et voilà. Ils ont l'intention d'aller moins au fast-food, de moins boire de boissons sucrées. Ça fait partie vraiment de ce qu'ils déclarent. Et sur 50 nationalités, c'est assez intéressant parce que c'est général. On a à l'école une expérience intéressante. On fait des sessions de pop-up restaurants où des groupes d'étudiants exploitent des restaurants, donc créent un concept et l'exploitent pendant une semaine, et ceci pendant 3-4 mois au sein de l'école. Sur les 15 concepts qui ont été réalisés cette année, il y en avait 4 qui étaient véganes. Ouais. C'est la première fois que l'on a cette proportion aujourd'hui de restaurants concept, donc, parce que là, pour le coup, ils sont libres de choisir pour leur offre. Ils exploitent ensuite le restaurant. Avec une notion qui est, par contre, vegan plaisir. Donc, on est vraiment dans cette notion-là. Sur les 15 concepts également, on en avait environ 10 qui étaient sur des bases de produits locavores, sur des produits de base bio.
Ouais. Donc là aussi, quelque chose d'assez étonnant. Et l'autre phénomène intéressant que j'aimerais partager, c'est que là encore, sur ces 15 restaurants, il y en avait 6 qui avaient supprimé les tables individuelles ou de 4 et qui étaient en table d'hôtes. Ouais. Voilà. Donc, L'expérience et le produit. on est vraiment revient à sur l'expérience, sur le produit. Tous ces restaurants avaient un dispositif de réservation digitale, Ouais. avaient un dispositif même de lancement de la commande en amont, Ouais. avec une offre à midi différente de celle du soir. Vous êtes en train de décrire le business model de Damien Lévesque. Exactement. Ouais. et donc là, avec des choses intéressantes. Et dernier point, on avait sur les 15, 9 restaurants qui avaient un bar. Ce n'est pas anodin, parce que à nouveau, c'est la recherche d'expérience, c'est la recherche de partage. C'est vraiment ça qui est au cœur du dispositif. Voilà ce que je voulais vous partager. J'ai beaucoup d'autres choses, mais... Non, merci essentiellement. beaucoup, mais c'est amusant en effet, parce que finalement, chef Damien, ou Damien, je ne sais pas comment est-ce qu'on vous appelle ici, chef Damien, vous, quand vous avez donc à la base créé le site 750 grammes, c'était un site, c'était une communauté que vous avez essayé, enfin même pas essayé, que vous avez fédérée. Et puis vous avez partagé des recettes, des tutos, des choses comme ça. Et ensuite vous vous êtes dit, on va monter un restaurant. Et vous avez mis l'interaction au cœur de votre démarche en proposant du coup aux clients, à votre communauté de choisir les recettes que vous alliez proposer aux clients. Alors ça a été un vœu pieux au début. Puis, c'est vrai que quand j'avais des magnifiques tomates bio au plein champ, j'ai demandé à ma communauté comment vous voulez que je la traite. Et le plus de votes faisait la recette. Alors ça, c'est ce que j'ai fait au début. Puis après, j'étais entraîné dans un rythme frénétique de restaurateur. Et j'ai un petit peu délaissé le digital pour me reconsacrer à mon métier de cuisinier et puis ouvrir plusieurs restaurants. Et c'est vrai que le top, ça serait de réussir à faire la synthèse entre le digital et le monde réel de la restauration, qui est un monde de labeur, de sueur, enfin de passion aussi, quoi. Il y a l'interaction et puis il y a le produit. C'est également ce dont on a entendu parler depuis ce matin. Donc vous prenez justement un retour à des produits simples. Vous avez commencé par dire il n'y aura pas de citron yuzu chez nous, voilà, pour reprendre les médias. Ce que je me demande, c'est à quel point est-ce que l'interactivité, la technologie correspond à une réelle attente des consommateurs, en tout cas des clients des restaurants, sur le lieu physique. Venant de 750 grammes, je me suis dit, est-ce que je vais mettre des tablettes, est-ce que je vais... Et j'ai dit, non, je vais tout virer. Je vais faire tout le contraire du monde digital. On a besoin de digital, attention. Hein. On a besoin de digital sur la prise de commande, on a besoin de digital sur la facturation. Et aujourd'hui, il y a des gestionnaires de caisses, de réservation qui sont juste exceptionnels et qui nous aident au quotidien. Donc j'ai voulu au contraire de redevenir au concret, redevenir au produit, etc. Et j'ai voulu créer un restaurant 750 grammes la table où... à un prix d'une chaîne Hippopotamus ou un chez Clément à l'époque, où on pouvait, pour 24 € manger un entrée plat dessert avec que des produits frais, et si possible, des vins qu'on achète en direct à 95% en bio, et puis au maximum avec des producteurs locaux. Alors c'est un énorme boulot, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un restaurateur de base, aujourd'hui, il a à peu près 6 fournisseurs, un pour le vin... un pour les légumes, un pour le poisson, un pour la viande, un pour l'épicerie, en gros. Et aujourd'hui, moi, la dernière fois, on a compté les comptes, j'ai 280 fournisseurs différents. Pour 3 restaurants. Pour 3 restaurants. Donc, c'est une volonté, quoi. C'est une énorme volonté. C'est ce que vous disiez, c'est que la complexité, c'est que c'est bien, ça rencontre un public qui adhère, mais en termes de business model, pour en revenir à ça, c'est pas très rentable. Ah ben c'est moins rentable qu'un McDo ou qu'un truc chaîné où on va utiliser un gros pourcentage de produits déjà faits. Et puis c'est la complexité de mon business model. C'est un business de passion, ça c'est clair, mais c'est de réussir à développer, je ne sais pas si j'arriverai, je peux vous le dire devant vous, à développer une chaîne de restaurants qui serait basée que du 100% maison et du 100% frais. Et ben je vois vite quand moi je passe dans les restaurants, et je vais me dépêcher d'aller dans mon restaurant à Porte de Versailles parce qu'on attend une foultitude de monde, parce que en fait dans la nature, enfin dans l'homme, on a tendance très très vite à dériver. Donc une asperge que j'ai actuellement, si elle est mal cuite, pas assaisonnée, si la sauce maltaise qu'on fait est de travers, ben ça peut devenir très très vite médiocre. Parce que comme nous on fait une petite bouffe, une nourriture du quotidien un peu populaire, et Gilles est un client assidu de la table,
C'est quelque chose de simple, quoi. Il y a pas d'effet waouh, c'est pas instagrammable sur les photos. Enfin, c'est juste des légumes rôtis, un pavé de lieu et puis une sauce vierge d'orange sanguine, c'est tout. Il y a pas de fleurs, il y a pas de. Je suis pas Picasso, j'essaye pas de faire une assiette graphique. Enfin, vous voyez, je fais à manger. Du moment que ce soit servi chaud, que le cabillaud soit cuit bien assaisonné, un petit peu nacré. Et puis que la vierge d'orange sanguine elle soit bien, moi je suis heureux, quoi. Alors c'est vrai que ça fait pas forcément des photos sur Instagram, mais au final, moi ce qui m'intéresse, c'est que le client revienne et que j'ai une progression de 10-15% par an, et ça c'est ce qui m'intéresse le plus, quoi. On est déjà arrivé au bout du temps qui nous est offert. Je terminerai par une toute petite question. Quand vous avez monté vos restaurants, est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes demandé si vous l'appeliez 750 grammes ou chef Damien, pour la prime à l'entrepreneuriat dont on parlait tout à l'heure et la nécessité d'incarner aujourd'hui de plus en plus? Alors, en fait, moi j'ai fait une réponse de Normand. J'ai fait 750 grammes la table pour surfer sur la notoriété de la marque et au final, qui peut-être va m'appeler 5 à 10% de clients qui disent « Ah, 750 grammes, je connais, donc je rentre dans le restaurant ». Et puis comme je suis un peu mégalo, je l'ai aussi appelé la table de chef Damien. Ah, ok. Et du coup, j'ai des propositions d'ouverture à l'étranger où 750 grammes n'est pas une marque internationale, 750 grammes, ça veut le truc. Donc je vais faire du business sur la table de chef Damien à l'étranger, et puis j'espère faire plein de 750 grammes la table en France. 20 secondes, ça vous laisse 6 secondes chacun. L'effet waouh dont vous parlez, est-ce que vous pensez que la restauration du futur doit absolument offrir cet effet waouh? Il faudra forcément le maintenir dans la recherche d'expérience. Dans l'enquête qu'on a menée auprès de nos petits jeunes, là, nos petits aides, un point important, c'est l'aspect visuel qui a vraiment aujourd'hui à la fois cette importance. Et aujourd'hui, ils choisissent un restaurant sur Instagram et sur l'expérience vécue par les autres et la communauté sur les réseaux sociaux. Je suis désolée. Voilà. L'effet visuel, Gilles. La réputation. La réputation. Chef Damien. Avec tout ce qu'on s'est dit ce matin, je voulais pas faire de frites au début. Je fais des frites maison, je voulais pas en faire. Puis on m'a dit il faut mettre des sulfites dans les frites, sinon ça se conservera jamais. Mets des sulfites, etc. Et la dernière fois, j'ai mis un tartare comme ça pour rigoler en plat du jour. J'ai fait 70 couverts, j'ai vendu 35 tartares. Donc on a encore beaucoup de travail pour convertir les gens vers une alimentation plus équilibrée, parce que le jour où j'ai mis les frites et le tartare, j'ai rentré plus 15% de clients. Mais la bonne bouffe et les bons amis. Et avec du coca, on était bien. Merci beaucoup.